Heinz Petry est né le 31 décembre 1928 dans le village d'Euskirchen, à l'est de l'Allemagne. Élevé dans une société profondément alignée avec les valeurs nazies, l'éducation de Heinz était profondément ancrée dans les idéologies du racisme, de l'antisémitisme et de la loyauté inébranlable envers Adolf Hitler. Ses parents, qui dirigeaient une crèche locale, étaient considérés comme des fervents partisans du régime nazi, ce qui entourait le jeune Heinz des doctrines du parti dès son plus jeune âge. En tant qu'élève, Heinz se distinguait tant sur le plan académique que sportif, des qualités qui attirèrent l'attention des autorités nazies. Ses succès le conduisirent à être sélectionné pour l'une des écoles Adolf Hitler, des institutions d'élite créées pour former les futurs dirigeants du Troisième Reich. L'admission dans ces écoles était principalement fondée sur les performances académiques, mais exigeait également que les candidats répondent à des critères stricts en matière de pureté raciale, de santé et d'engagement familial envers les principes nazis. Heinz remplissait parfaitement ces conditions et gravit rapidement les échelons parmi ses camarades à l'école du château d'Raschenburg. L'éducation que Heinz reçut dépassait de loin les matières traditionnelles. C'était une intense endoctrination à l'idéologie nationale-socialiste. Le programme mettait fortement l'accent sur la formation militaire et le développement d'une dévotion extrême à Hitler. Ces écoles visaient à effacer l'individualité et à créer un groupe uniforme de fidèles prêts à combattre et à mourir pour les idéaux nazis. Au début de 1945, la marée de la Seconde Guerre mondiale avait définitivement tourné contre l'Allemagne, mais le régime nazi n'était pas encore prêt à se rendre. C'est à ce moment-là que le parcours de Heinz prit un tournant radical. Les dirigeants de son école, également des officiers régionaux du parti nazi, virent en lui un potentiel pour un rôle crucial et dangereux. Heinz fut recruté dans le Wehrwolf, une organisation secrète fondée par Heinrich Himmler, le chef des SS. Le Wehrwolf avait pour mission de mener une guerre de guérilla contre les Alliés, imitant les mouvements de résistance qui avaient combattu l'occupation nazie à travers l'Europe. Heinz suivit un entraînement militaire du 15 janvier au 5 février, où il apprit à manier des armes et des explosifs. Cependant, la formation fut précipitée et inadéquate, fournie par des instructeurs ayant une expérience limitée du combat. Malgré cette mauvaise préparation, Heinz était animé d'un profond sens du devoir et était prêt à servir le Troisième Reich en déclin. Fin février 1945, Heinz, accompagné de Joseph Schonner, un camarade des jeunesses hitlériennes, fut envoyé en mission derrière les lignes ennemies. Leur tâche consistait à recueillir des informations sur les forces américaines qui avançaient, en évaluant le nombre de troupes et leurs mouvements. Cette mission était cruciale, car les forces américaines s'approchaient de points stratégiques en Allemagne. Les jeunes furent déployés dans le district de Innsbruck, près des lignes de front américaines, une position dangereuse et à haut risque. Cependant, leur mission était vouée à l'échec dès le départ. Le lendemain, le 22 février, Heinz et Joseph furent capturés par la 9e armée des États-Unis dans un petit village appelé Berden. Ils furent trouvés cachés dans un fossé, déguisés en civils, ce qui constituait une grave violation des lois de la guerre. Selon ces lois, les soldats capturés en vêtements civils derrière les lignes ennemies pouvaient être traités comme des espions. Après leur capture, Heinz et Joseph furent soumis à un interrogatoire rigoureux, au cours duquel ils furent contraints de confesser leur participation à des activités d'espionnage. Ils furent ensuite emprisonnés et bientôt traduits devant un tribunal de guerre. Le 29 mars, les officiers américains présidant le tribunal les condamnèrent à mort. Cette décision faisait partie d'une stratégie plus large des Alliés visant à adopter une position ferme contre tous les vestiges de l'idéologie et du militarisme nazi. À l'approche de son exécution, Heinz écrivit une lettre émouvante à sa famille, exprimant un mélange de fierté et de regret. Il implora sa famille de se souvenir de lui avec fierté, croyant avoir agi honorablement pour son pays, et non pour un gouvernement qui, selon lui, avait finalement trahi son peuple. Le 1er juin 1945, la vie de Heinz Petry prit fin devant un peloton d'exécution dans une carrière de gravier à Brunswick. Chapitre 2. La descente dans l'obscurité. Joseph Kramer, la bête de Belsen et les horreurs de Bergen-Belsen. Joseph Kramer, populairement connu sous le nom de la bête de Belsen,
fut le commandant du camp de concentration de Bergen-Belsen, une position qui marqua l'apogée de sa carrière tristement célèbre au sein du système des camps de concentration nazis. Né le 10 novembre 1906 à Munich, en Allemagne, le parcours de Kramer vers les profondeurs de la cruauté humaine commença avec son enrôlement dans les SS en 1932. Sa carrière précoce connut une ascension rapide, reflétant son engagement inébranlable envers la cause nazie. Le mandat de Kramer au sein du système des camps de concentration commença à Dachau, suivi de rôles à Sachsenhausen et Mauthausen. En 1940, il se trouvait à Auschwitz, servant comme assistant du commandant avant de prendre la direction de Birkenau, la principale section d'extermination d'Auschwitz, lors de sa phase la plus meurtrière en 1944. Ses responsabilités incluaient la supervision de la sélection des prisonniers pour les chambres à gaz et la gestion directe des massacres de masse, ce qui fit de lui l'une des figures centrales dans l'exécution de la solution finale. En décembre 1944, alors que les forces alliées progressaient dans les territoires contrôlés par les nazis, Kramer fut transféré à Bergen-Belsen. Contrairement à Auschwitz, Bergen-Belsen n'était pas équipé de chambres à gaz. Cependant, sous la gestion de Kramer, il devint tristement célèbre pour ses conditions inhumaines et son taux de mortalité élevé. L'administration de Kramer se caractérisait par une mauvaise gestion flagrante et une négligence totale. Les approvisionnements alimentaires étaient insuffisants, l'hygiène inexistante, et des maladies comme le typhus se propageaient rapidement. Ces conditions entraînèrent une mortalité extrêmement élevée, avec des milliers de prisonniers mourant de faim, de maladies et de mauvais traitements. La situation à Bergen-Belsen atteignit son paroxysme lors de sa libération par les forces britanniques en avril 1945. Les libérateurs trouvèrent plus de 10 000 corps non enterrés et des dizaines de milliers de survivants dans un état critique, à peine vivants au milieu de la misère et du chaos du camp. Les images des prisonniers squelettiques de Belsen et des tas de cadavres devinrent des symboles emblématiques de la brutalité nazie et aidèrent à alimenter les demandes de justice après la guerre. Après la libération, Kramer fut capturé et jugé lors du procès de Belsen, une série de procédures militaires menées par les Britanniques pour poursuivre les criminels de guerre. Le procès se déroula à Lüneburg, en Allemagne. Kramer fut accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Sa défense, qui reposait sur l'argument selon lequel il ne faisait qu'obéir aux ordres, fut rejetée. Les témoins et les survivants fournirent des témoignages déchirants sur ses traitements cruels et sa participation directe aux atrocités commises à Belsen et Auschwitz. Kramer fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à mort. Son exécution par pendaison eut lieu le 17 novembre 1945. Le procès et l'exécution de Joseph Kramer établirent un précédent dans le droit international, renforçant le principe selon lequel obéir aux ordres ne constitue pas une défense pour les crimes de guerre, établissant une norme pour les procès de criminels de guerre ultérieurs, y compris ceux de Nuremberg. Chapitre 3. La Belle Bête. Le règne de terreur d'Irma Grese à Auschwitz et Bergen-Belsen. Irma Grese, souvent appelée la Belle Bête et la hyène d'Auschwitz, fut l'une des criminels de guerre nazis les plus notoires. Née le 7 octobre 1923 à Wreschen, en Allemagne, la jeunesse de Grese fut marquée par une grande agitation. Sa mère se suicida alors qu'Irma n'était qu'une adolescente, un événement qui l'affecta profondément et contribua à son éducation difficile. Elle quitta l'école à 15 ans et travailla d'abord dans une ferme et dans un magasin avant que sa vie ne prenne un tournant sombre. En 1942, à l'âge de 19 ans, Grese fut envoyée au camp de concentration de Ravensbrück, un camp principalement réservé aux prisonnières. Ce fut le début de son ascension rapide au sein du système des camps de concentration nazis. En 1943, elle fut transférée à Auschwitz où elle se fit rapidement connaître pour sa cruauté extrême. Le rôle de Grese à Auschwitz consistait à superviser le camp des femmes, où elle était redoutée pour son comportement sadique. Elle était connue pour porter un fouet et être vue frappant brutalement les prisonnières, parfois jusqu'à ce qu'elles s'effondrent. Grese participait également aux sélections pour les chambres à gaz, choisissant des prisonnières en fonction de leur apparence, certains récits suggérant qu'elle choisissait des femmes belles par jalousie. Le sadisme de Grese ne se limitait pas à la violence physique.
Des témoignages indiquent qu'elle participait à des abus sexuels et forçait des jeunes filles juives à agir comme ses gardiennes pendant qu'elle commettait ces actes horribles. Sa brutalité ne se limitait pas à ses actions. On raconte aussi qu'elle lâchait son chien sur les prisonnières, augmentant ainsi la terreur qu'elle infligeait à celles qui étaient sous son contrôle. Ces actes cruels à Auschwitz lui valurent ses surnoms infâmes et une réputation qui inspirait la peur dans le cœur de beaucoup. Au début de 1945, alors que le régime nazi approchait de sa fin, Irma Grese fut transférée au camp de concentration de Bergen-Belsen. Bien que Bergen-Belsen ne disposât pas de chambres à gaz, les conditions étaient abominables, avec une surpopulation, la faim et des maladies rampantes. Sous la supervision de Grese, la souffrance ne fit que s'intensifier. Elle continua de traiter brutalement les prisonnières, contribuant aux conditions horribles qui furent découvertes plus tard par les forces britanniques qui libérèrent le camp. Après la libération de Bergen-Belsen, Grese fut arrêté par l'armée britannique et jugé lors des procès de Belsen, l'un des premiers grands tribunaux pour crimes de guerre tenus après la Seconde Guerre mondiale. Pendant le procès, des survivants et des témoins oculaires fournirent des témoignages déchirants sur ses actions, la décrivant comme l'une des figures les plus redoutées et détestées du camp. Malgré son jeune âge, Grese fut tenu responsable de nombreux crimes de guerre, y compris le meurtre et la torture de prisonniers. Elle fut l'une des 3 seules gardiennes condamnées à mort lors de ces procès. Pendant tout le procès, Grese resta en grande partie défiant, montrant peu de remords pour ses actions. Elle fit appel de sa condamnation, mais l'appel fut rejeté. Le 13 décembre 1945, à seulement 22 ans, Irma Grese fut exécutée par pendaison. Dans ses derniers instants, elle garda son attitude froide, demandant apparemment à son bourreau d'aller vite alors qu'elle faisait face à la potence. Son exécution marqua la fin de l'une des figures les plus brutales du régime nazi, dont les actions laissèrent une marque indélébile dans les mémoires de ceux qui survécurent à l'Holocauste. Chapitre 4. Opération Pastorius. Herbert Hans Haupt est le dernier acte de trahison des saboteurs. Herbert Hans Haupt fut une figure clé de l'opération Pastorius des nazis, une mission de la Seconde Guerre mondiale visant à mener des actes de sabotage aux États-Unis. Né le 21 décembre 1919 en Allemagne, Haupt déménagea à Chicago avec sa famille lorsqu'il était enfant et devint citoyen américain naturalisé en 1930. Ses premières années à Chicago furent remarquées par une forte connexion avec la culture allemande, ce qui l'amena finalement à embrasser l'idéologie nazie. Il s'impliqua dans des groupes pro-nazis, tels que le Bund germano-américain, qui soutenait ouvertement le régime d'Hitler aux États-Unis. Son enthousiasme pour l'Allemagne nazie était si intense que, même étant jeune, il était connu pour exprimer publiquement son admiration pour le régime, une position inhabituelle parmi ses pairs dans la communauté germano-américaine. En 1941, alors que la Seconde Guerre mondiale s'intensifiait, Haupt décida de retourner en Allemagne, apparemment pour se reconnecter avec son héritage. Cependant, son voyage prit rapidement une autre tournure lorsqu'il fut recruté par l'Abwehr, le service de renseignement militaire allemand. L'Allemagne planifiait une opération secrète, plus tard connue sous le nom d'opération Pastorius, visant à perturber les industries vitales américaines pour l'effort de guerre. Les cibles de la mission comprenaient des usines d'aluminium, des chemins de fer et de grands magasins appartenant à des Juifs. Haupt, avec 7 autres agents allemands, fut formé aux techniques de sabotage, aux explosifs et aux opérations secrètes. Sa mission était claire: retourner aux États-Unis et mener des actes de sabotage qui paralyseraient la machine de guerre américaine. Le 17 juin 1942, Haupt et 3 autres saboteurs furent débarqués secrètement par un sous-marin sur la plage de Ponte Vedra, en Floride. Ils enterrèrent leurs uniformes, explosifs et autres équipements avant de se séparer et de se diriger vers différentes villes. Haupt et un autre agent, Edward John Kerling, voyagèrent à Chicago, où Haupt avait l'intention de renouer avec sa famille tout en se préparant à ses missions de sabotage. Cependant, l'opération commença à s'effondrer presque immédiatement. Le chef de l'autre équipe de sabotage, George Dash, qui avait débarqué à Long Island, New York, se désillusionna rapidement de la mission. Le 14 juin, quelques jours seulement après son arrivée, Dash appela le FBI et révéla les détails de l'opération,
y compris les identités et les emplacements des autres saboteurs. La défection de Dash fut cruciale pour la capture rapide de tout le groupe. Haupt, ainsi que ses co-conspirateurs, fut arrêté à Chicago le 27 juin 1942. Les 8 saboteurs furent jugés devant un tribunal militaire spécialement convoqué, sur ordre du président Franklin D. Roosevelt. Cette décision permit d'éviter les tribunaux civils et d'accélérer le processus, reflétant l'urgence et la gravité avec lesquelles le gouvernement des États-Unis percevait la menace. Le procès eut lieu secrètement au bâtiment du département de la justice à Washington, D.C., du 8 juillet au 4 août 1942. Le procureur général Francis Biddle et le juge avocat général de l'armée, Myron C. Kramer, dirigèrent l'accusation. Les accusés furent inculpés de divers crimes, y compris complot pour commettre des sabotages, espionnage et violation des lois de la guerre en entrant aux États-Unis en vêtements civils, pour commettre des actes de guerre. Haupt, avec les autres accusés, fut reconnu coupable de toutes les accusations. Le tribunal condamna les 8 hommes à mort, mais les peines de George Dash et Ernest Burger furent commuées en raison de leur coopération avec les autorités américaines. Dash fut condamné à 30 ans de prison, tandis que Burger reçut une peine de réclusion à perpétuité. Les 6 autres, y compris Herbert Hans Haupt, furent condamnés à mort. Le 8 août 1942, Haupt et ses compagnons saboteurs furent exécutés dans la prison du district de Columbia, devenant les premiers individus exécutés par électrocution sous un tribunal militaire aux États-Unis. L'exécution de ces 6 hommes, menée moins de 2 mois après leur arrestation, fut rapide et servit de message clair à tout autre saboteur potentiel que les États-Unis répondraient de manière décisive aux menaces contre leur terre pendant les temps de guerre. Chapitre 5. Le repentir de l'assassin. Ernst Werner Tetschow et l'assassinat de Walter Rathenau. Ernst Werner Tetschow fut activement impliqué dans l'un des assassinats politiques les plus graves de l'histoire allemande. L'assassinat de Walter Rathenau, le ministre juif des Affaires étrangères de la République de Weimar. Cet événement, qui eut lieu le 24 juin 1922, fut un moment décisif dans les années turbulentes qui suivirent la Première Guerre mondiale, reflétant les tensions politiques et antisémites intenses en Allemagne pendant cette période. Tetschow est né le 12 octobre 1901 et, au début de sa vingtaine, il était déjà immergé dans les mouvements nationalistes radicaux qui prospéraient dans l'Allemagne d'après-guerre. Ces mouvements, en particulier l'organisation Consul, OC, dont Tetschow faisait partie, étaient composés d'anciens soldats désillusionnés et de jeunes qui s'opposaient farouchement à la République de Weimar. L'OC était un groupe paramilitaire clandestin dédié à l'élimination de ceux qu'il considérait comme des traîtres à l'Allemagne, y compris des politiciens, des juifs et d'autres personnes qu'il tenait pour responsables de la défaite du pays lors de la Première Guerre mondiale et du traité de Versailles qui s'ensuivit. Walter Rathenau, un industriel éminent et un homme d'État juif, était devenu une cible clé pour ces radicaux. En tant que ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, Rathenau joua un rôle important dans les efforts du gouvernement de Weimar pour stabiliser le pays par des moyens diplomatiques, y compris le controversé traité de Rapallo avec l'Union soviétique. Ces efforts pour se conformer aux obligations du traité de Versailles exaspérèrent davantage les groupes nationalistes qui le considéraient comme un traître à l'Allemagne, ainsi qu'un symbole de l'influence juive dans la politique allemande. La propagande diffusée par les extrémistes de droite présentait Rathenau comme faisant partie d'une conspiration juive, exploitant les stéréotypes antisémites qui prévalaient à l'époque. La participation de Tetschow dans l'assassinat fut significative, bien qu'il n'ait pas directement exécuté l'assassinat. Le matin du 24 juin 1922, Tetschow conduisait la voiture qui transportait 2 autres membres de l'organisation Consul, Erwin Kern et Hermann Fischer, qui tendirent une embuscade à la voiture de Rathenau à Berlin. Lorsque le véhicule de Rathenau ralentit dans une rue tranquille, Kern et Fischer ouvrirent le feu avec une mitrailleuse, criblant la voiture de balles. Ils lancèrent ensuite une grenade dans le véhicule, assurant ainsi la mort de Rathenau. L'attaque fut brutale et efficace, laissant Rathenau avec des blessures mortelles qui le tuèrent en quelques minutes. Après l'assassinat, le gouvernement allemand lança une vaste chasse pour capturer les responsables. Alors que Kern et Fischer furent tués lors d'un siège policier au château de Saaleck, Tetschow parvint à s'échapper brièvement. Cependant,
Il fut finalement trahi par son propre oncle, qui le livra aux autorités. Lors de son procès, Techow fut accusé d'être un participant principal dans l'assassinat. Initialement, le parquet tenta de le présenter comme un conspirateur clé, mais Techow parvint à éviter la peine de mort en convainquant le tribunal qu'il avait agi sous la contrainte. Il affirma que Kern l'avait menacé de mort s'il ne coopérait pas, une défense qui résonna auprès du tribunal et qui conduisit à sa condamnation comme complice de meurtre plutôt que comme auteur direct. En conséquence, Techow fut condamné à 15 ans de prison, échappant au sort de ses complices. En prison, Techow vécut un changement de cœur notable. Cette transformation fut en partie attribuée à une lettre qu'il reçut de la mère de Rathenau, Mathilde, qui remarquablement lui pardonna son rôle dans l'assassinat de son fils. Cette lettre bouleversa profondément Techow, et il la portait avec lui comme un symbole de sa culpabilité et du début de son repentir. La lettre exprimait l'espoir que Techow regrette ses actions, et l'on dit qu'elle joua un rôle important dans son rejet ultérieur des idéologies nationalistes radicales qui l'avaient autrefois motivé. Après avoir purgé seulement 5 ans de sa peine, Techow fut libéré en 1927 dans le cadre d'une amnistie générale. À sa sortie, il rejoignit initialement les cercles nationalistes, mais se désillusionna rapidement du mouvement nazi en pleine ascension, qu'il voyait comme une trahison des idéaux auxquels il avait autrefois cru. Sa désillusion se manifesta par un incident au cours duquel il aurait giflé Joseph Goebbels, un propagandiste nazi de premier plan, exprimant son mépris pour les dirigeants nazis. Craignant pour sa sécurité, Techow s'enfuit d'Allemagne et rejoignit la Légion étrangère française sous le pseudonyme d'Ernest Tessier. Pendant son temps dans la Légion, il servit dans divers endroits, y compris au Maroc et en Syrie, s'éloignant de son passé. Les dernières années de Techow furent marquées par un contraste frappant avec sa vie antérieure. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il travailla à aider des réfugiés juifs à échapper aux persécutions nazies, un acte en opposition directe avec l'idéologie qui l'avait conduit à participer à l'assassinat de Rathenau. La vie de Techow prit fin en mai 1945. Chapitre 6. La 12e division Panzer SS Hitlerjugend. Des jeunes sur les lignes de front en Normandie. Avec les exécutions marquant la fin de plusieurs figures clés du régime nazi, il est important de se pencher sur les forces qui ont façonné ces événements. L'une de ces forces fut la 12e division Panzer SS Hitlerjugend. La 12e division Panzer SS Hitlerjugend était une unité unique et tristement célèbre au sein de la Waffen-SS, formée en 1943 et composée principalement de jeunes qui avaient été membres des jeunesses hitlériennes. Ces soldats, pour la plupart nés en 1926, avaient entre 16 et 17 ans lorsqu'ils furent recrutés. Ils étaient dirigés par des officiers expérimentés des SS qui avaient combattu sur plusieurs fronts. La division était bien équipée, avec des unités tant de chars que d'infanterie mécanisée, ce qui en faisait une force très puissante malgré l'inexpérience de ces jeunes soldats. La dévotion de ces jeunes était le résultat direct de leur éducation au sein des jeunesses hitlériennes, où ils étaient endoctrinés dès leur plus jeune âge. On leur apprenait à idolâtrer Adolf Hitler et à considérer leur service au régime nazi comme un devoir sacré. Cet endoctrinement produisait un niveau de loyauté et de volonté de combattre intense, même pour les standards des SS. Les soldats de la 12e division Panzer SS étaient prêts à combattre jusqu'à la mort, se voyant eux-mêmes comme la dernière ligne de défense de l'Allemagne. La division fut fortement impliquée dans la campagne de Normandie, qui commença avec les débarquements alliés le jour J, le 6 juin 1944. La Hitlerjugend fut déployée pour contrer l'invasion, et ils gagnèrent rapidement une réputation pour leur résistance féroce. Malgré leur jeunesse, ces soldats combattirent avec une détermination qui surprit les forces alliées, ralentissant leur avance et causant des pertes significatives. Les actions de la division en Normandie se caractérisèrent non seulement par leur efficacité au combat, mais aussi par la brutalité qu'ils manifestèrent, notamment envers les prisonniers de guerre canadiens. Entre le 7 et le 17 juin 1944, des membres de la 12e division Panzer SS exécutèrent systématiquement jusqu'à 156 soldats canadiens qui s'étaient rendus. Ces exécutions ne furent pas des actes de violence spontanés, mais furent menées sous les ordres des commandants de la division, dont Kurt Meyer,
Ces crimes de guerre cimentèrent encore davantage la réputation notoire de la division et mirent en lumière le dangereux fanatisme de ces jeunes soldats. Cependant, à mesure que la campagne de Normandie progressait, la division commença à subir de lourdes pertes. Les forces alliées, avec leur supériorité numérique et en ressources, usèrent progressivement la Hitlerjugend. Les attaques aériennes constantes et la force écrasante des forces terrestres alliées forcèrent la division à se retirer. En août 1944, la 12e division Panzer SS était en pleine retraite, se repliant de Normandie alors que les Alliés perçaient les défenses allemandes et avançaient en France. Malgré leurs succès initiaux, la 12e division Panzer SS Hitlerjugend ne put résister à l'assaut allié. Leur défaite finale marqua la fin de l'une des divisions les plus fanatiques et brutales de la Waffen-SS. L'héritage de la division est rappelé non seulement pour la ténacité de ces jeunes soldats, mais aussi pour les atrocités qu'ils commirent. Chapitre 7. La chute des jeunesses hitlériennes, de l'endoctrinement aux lignes de front. Les jeunesses hitlériennes, une organisation initialement créée pour endoctriner les jeunes Allemands avec l'idéologie nazie, jouèrent un rôle significatif au cours des dernières années de la Seconde Guerre mondiale. À mesure que la guerre avançait et que la situation de l'Allemagne devenait de plus en plus désespérée, le rôle des jeunesses hitlériennes évolua, passant d'une formation idéologique et physique à une participation active au combat, en particulier pour défendre le Troisième Reich vacillant. Dans les premières années de la guerre, les jeunesses hitlériennes servaient principalement à préparer les jeunes au service futur dans la Wehrmacht, les SS ou d'autres branches de l'armée. Ils étaient formés à la condition physique, aux exercices militaires et à l'idéologie nazie. Cependant, à mesure que la guerre commençait à tourner en défaveur de l'Allemagne, en particulier après les pertes catastrophiques sur le front de l'Est et les débarquements alliés en Normandie, le régime nazi se mit de plus en plus à dépendre des jeunesses hitlériennes pour un service militaire direct. En 1943, avec la Wehrmacht subissant de lourdes pertes en personnel, des jeunes de 16 ans issus des jeunesses hitlériennes furent recrutés dans l'armée. Ces jeunes recrues étaient souvent envoyées au front avec une formation minimale, où elles faisaient face à toute la puissance des offensives alliées et soviétiques. La situation devint encore plus désespérée en 1944, et les jeunesses hitlériennes furent de plus en plus utilisées dans des rôles de combat. Un des exemples les plus notables de cette évolution fut la 12e division Panzer SS Hitlerjugend, composée en grande partie de membres des jeunesses hitlériennes âgés de 17 ou 18 ans. Cette division combattit férocement en Normandie, comme mentionné précédemment, mais subit des pertes dévastatrices. Au fur et à mesure que la guerre se prolongeait, le déclin des jeunesses hitlériennes en tant qu'organisation devint évident. L'image idéalisée de l'organisation, autrefois symbole de l'avenir de l'Allemagne nazie, commença à s'effondrer sous le poids des réalités de la guerre. Les jeunes, autrefois perçus comme l'incarnation des idéaux nazis, étaient désormais sacrifiés dans une bataille perdue d'avance. Le moral parmi ces jeunes soldats diminua à mesure qu'ils faisaient face aux horreurs de la guerre et prenaient conscience que les promesses du régime nazi étaient vides. La chute des jeunesses hitlériennes fut plus dramatiquement évidente lors de la défense finale de Berlin en avril 1945. Alors que les forces soviétiques se rapprochaient de la capitale allemande, le régime nazi recourut à des mesures désespérées, mobilisant les membres restants des jeunesses hitlériennes pour défendre la ville. Des garçons âgés de 14 ans reçurent des armes et reçurent l'ordre de tenir la ligne contre les troupes soviétiques. À Berlin, ces jeunes furent chargés de manipuler des armes anti-aériennes, de construire des barricades et même de participer à des combats directs contre des soldats soviétiques aguerris. La bataille de Berlin fut une lutte brutale et chaotique, et de nombreux jeunes membres des jeunesses hitlériennes moururent ou furent capturés. Malgré leurs efforts, la défense de Berlin était condamnée dès le début. Les forces soviétiques étaient écrasantes et finalement, la ville fut capturée le 2 mai 1945. La désintégration des jeunesses hitlériennes en tant qu'organisation refléta le propre effondrement du régime nazi. Avec la chute de Berlin et la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945, les jeunesses hitlériennes cessèrent d'exister en tant qu'organisation fonctionnelle. Les jeunes membres qui survécurent à la guerre durent faire face aux conséquences de leur endoctrinement
et aux crimes commis par le régime auquel ils avaient servi. Après la guerre, de nombreux anciens membres des jeunesses hitlériennes eurent du mal à se réintégrer dans la société. L'endoctrinement qu'ils avaient subi laissa de profondes cicatrices psychologiques et la prise de conscience des crimes commis par le régime nazi entraîna un mélange complexe de culpabilité, de déni et de traumatisme. Les procès de Nuremberg et d'autres efforts de dénazification après la guerre cherchaient à aborder les rôles des diverses organisations nazies, y compris les jeunesses hitlériennes. Mais l'impact total de cet endoctrinement mit des décennies à être pleinement compris. Bien que la chute des jeunesses hitlériennes représente l'effondrement d'une organisation nazie, elle montre également la perte tragique de l'innocence pour toute une génération de jeunes Allemands qui furent manipulés et sacrifiés par un régime poussé par la haine et la violence. Chapitre 8. Baldur von Schirach, l'ascension et la chute du chef des jeunesses hitlériennes. À mesure que la guerre touchait à sa fin et que le régime nazi s'effondrait, le sort de ses dirigeants devint un point central pour les forces alliées cherchant à rendre justice. L'une de ces figures était Baldur von Schirach, le chef des jeunesses hitlériennes et un architecte clé des efforts de propagande et d'endoctrinement du régime nazi. Son rôle dans la formation des esprits de millions de jeunes Allemands et sa participation à la persécution des Juifs en firent une cible importante lors des procès de l'après-guerre. Baldur von Schirach est né le 9 mai 1907 dans une famille aristocratique à Berlin. Son père était directeur de théâtre et sa mère d'origine américaine. Malgré ce milieu cosmopolite, Schirach fut attiré par les idéologies nationalistes et antisémites qui émergèrent en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Il rejoignit le parti nazi en 1925 à l'âge de 18 ans, et son enthousiasme pour l'idéologie du parti attira rapidement l'attention d'Adolf Hitler. La dévotion de Schirach à la cause nazie et ses talents d'orateur et d'organisateur en firent un candidat idéal pour diriger les jeunesses hitlériennes, auxquelles il fut nommé en 1931, à seulement 24 ans. Sous la direction de Schirach, les jeunesses hitlériennes passèrent d'une organisation relativement petite à une institution massive englobant des millions de jeunes Allemands. L'organisation fut un outil clé dans les efforts du régime nazi pour créer une génération de fidèles endoctrinés dans l'idéologie nationale-socialiste. Schirach fut instrumental dans le développement du programme et des activités des jeunesses hitlériennes qui mettaient l'accent sur la condition physique, la formation militaire et la loyauté inébranlable envers Hitler. À travers des rassemblements, des films de propagande et d'autres formes de communication de masse, Schirach façonna efficacement la jeunesse allemande en une force puissante destinée à servir aussi bien au combat que dans la perpétuation de l'idéologie du régime nazi. En plus de son rôle au sein des jeunesses hitlériennes, Schirach fut nommé Gauleiter de Vienne en 1940, un poste qui lui conféra un pouvoir significatif sur la région. C'est dans ce rôle que Schirach se retrouva directement impliqué dans la déportation des Juifs de Vienne vers les camps de concentration. Son administration fut responsable de la déportation forcée de milliers de Juifs, des actions qui furent plus tard utilisées comme preuve contre lui lors de son procès à Nuremberg. La participation de Schirach à ces atrocités en fit un acteur clé dans les politiques génocidaires du régime nazi. Après la guerre, Schirach fut capturé par les forces alliées et jugé à Nuremberg, où il fut accusé de crimes contre l'humanité. Pendant le procès, Schirach tenta de se distancer des actions les plus extrêmes du régime nazi, affirmant qu'il ignorait l'ampleur de l'Holocauste. Il se présenta comme un fidèle dévot d'Hitler qui avait été trompé par la direction du régime. Cependant, les preuves présentées au procès, y compris ses propres déclarations et ordres, montrèrent clairement que Schirach avait été pleinement impliqué dans les crimes du régime nazi, en particulier dans l'endoctrinement de la jeunesse et la persécution des Juifs. Le 1er octobre 1946, Schirach fut reconnu coupable de crimes contre l'humanité et condamné à 20 ans de prison. Contrairement à certains de ses collègues dirigeants nazis qui furent condamnés à mort, la peine relativement légère de Schirach refléta l'opinion du tribunal selon laquelle, bien que ses crimes fussent graves, il ne justifiait pas la peine capitale. Il purgea sa peine à la prison de Spandau à Berlin, où il fut détenu aux côtés d'autres hauts fonctionnaires nazis. Pendant son incarcération, Schirach aurait réfléchi à son rôle dans le régime nazi.